Et bien maintenant que nous sommes tous réunis, je vais à nouveau vous souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints dans cette seconde conférence passerelle formation et compétences. Alors, cette série de conférences vous est proposée par le 3SAB BTP, par l'Alliance HQE-QBC, mais également par le Master Immobilier Bâtiment Durable de l'École nationale des ponts et chaussées. C'est peut-être important de le préciser. Effectivement, elle a pour but concrètement de montrer la transformation en cours et à venir dans notre filière. Et c'est essentiel lorsqu'on parle de transition, de formation, de tout ce qui justement irriguera les formations, que ce soit pour la filière en général. Et nous allons particulièrement sur notre table ronde d'aujourd'hui parler des ressources. Même si le mot n'apparaît pas forcément dans le titre que vous voyez, c'est un point essentiel parce que si la filière s'engage massivement vers la décarbonation, c'est un enjeu. On utilise de nouveaux matériels, on va en parler, de nouveaux matériaux, on améliore les process. Le curseur est en train de bouger. Et cette évolution pour les entreprises va peut-être devoir les contraindre à aller d'une traditionnelle garantie de moyens vers une garantie de performance. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Et c'est eux qui répondront d'ailleurs à cette question. Nous accueillons Jean-Frédéric Bailly, vous êtes justement directeur études et recherche CERCAL, Qualitel, Qualitel Certification. Bonjour Jean-Frédéric. Oui, nous avons deux micros, donc il faudra... Bonjour Olivier. Merci beaucoup. Nous avons également Christophe Possémé, vous êtes avant tout dirigeant d'une entreprise de construction, bâtiment et associés. C'est déjà votre première casquette. Vous êtes également vice-président de la FFB, président de l'UMGO, et vous êtes aussi mon président du 3CA BCP. Bonjour. Bonjour Olivier. Nous avons également Anthony Briand. Vous êtes directeur de l'école des ponts ParisTech. Bonjour Anthony. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Et également Philippe Pelletier, qui, avec ses multiples casquettes, est aussi le président du directoire Habitat et Humanisme. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints. Et je vais commencer par vous, Philippe. Je terminais par vous, je vais commencer par vous. Parce que vous êtes en train de travailler justement avec l'Alliance HQE, notamment sur un sujet CAP 2030, sur ce plan bâtiment durable. Et que lorsqu'on a commencé à préparer cette table ronde, vous m'avez parlé d'un changement de paradigme, justement pour ce sujet des garanties. Et je voulais que vous commenciez par ce point-là. Il me semble que dans un parcours aussi long que celui qu'on a engagé au lendemain du Grenelle de l'environnement qui nous projette jusqu'à 2050, de 2007 à 2050, c'est-à-dire presque 2 générations, il y a des moments où il faut se demander si c'est pas l'occasion de changer de pied, de changer de braquet, d'essayer de développer l'action autrement qu'on l'a fait dans les premières années. Dans les 15 ans qui viennent de s'écouler, je pense qu'on a collectivement réussi de manière assez spectaculaire à faire que l'ensemble de la société comprenne la dimension énergétique de notre habitat, ce qui n'était pas le cas auparavant, et comprenne la nécessité de s'engager dans un processus de rénovation qui a été fort bien repris par l'ensemble de la filière du bâtiment et de l'immobilier. Ce chemin n'a pas encore permis d'embarquer l'ensemble de la société dans les actions. Si la perception est aujourd'hui partagée, les actions ne le sont pas partout et ne le sont pas au bon niveau. Et donc, il me semble que le moment est venu de changer l'offre de travaux, de services qui est adressée à la société. Hier, on lui disait je vais faire des travaux, ces travaux seront efficaces, je vous l'assure.
nous allons réussir à réduire vos consommations d'énergie. On dit aussi du côté du neuf, nous allons décarboner les lieux que vous allez habiter. Et il me semble que cette phase-là mérite de basculer dans une nouvelle phase, plus compliquée, plus exigeante, mais probablement de nature à mieux mobiliser la société, qui est de dire « Hier, je vous vendais des travaux et des services, demain, je vous vends un résultat. Demain, je vous vends une performance. » S'il y a des gens qui ont fait du droit et qui sont dans la salle, ils comprennent qu'on est en train de changer l'objet du contrat. Avant, l'objet du contrat, c'était la livraison de prestations, et comme le dit l'intitulé, ces prestations en travaux, en services, ils étaient souvent accompagnés de garanties, de moyens. Je vais mettre en œuvre les bons moyens, je vais mettre en œuvre les moyens efficaces pour que vous ayez satisfaction. L'idée, c'est de dire, ce qui n'était que l'accompagnement de l'objet, il faut renverser les choses, il faut que l'objet devienne la performance, le résultat, et on l'atteint par la réalisation de travaux, la proposition de services qui vont faire en sorte que le résultat sera atteint. C'est un changement profond. C'est un changement profond à la fois pour ceux qui vont acheter la performance et pour ceux qui vont la proposer. Parce que pour proposer une performance, il faut être en mesure d'arriver à l'objectif, et ça suppose une nouvelle organisation de travail, ça suppose une maîtrise des matériaux et des ressources qu'on va mettre en œuvre. Bref, il y a là des enjeux d'organisation et de compétences qui sont puissants. C'est un peu ce que vous faites justement dans CAP 2030 avec, je crois que c'est à peu près 1000 contributeurs qui travaillent avec vous. Alors, CAP 2030, pour en dire juste un mot, c'est une mobilisation collective sur une commande qui nous a été faite par l'État. L'État nous a dit au plan bâtiment durable, on vous demande de réfléchir à la façon dont on pourrait enrichir la réglementation environnementale qui ne s'intéresse qu'à l'énergie, au carbone, au confort d'été et un petit peu aux installations de ventilation. Comment est-ce qu'on peut faire pour que cette réglementation soit pleinement environnementale, que le bâtiment soit bien inscrit dans son environnement? Et on a dit à l'État, on va faire bosser les gens qui ont l'habitude de ça, c'est-à-dire l'Alliance HQE, c'est-à-dire le collectif F-Énergie, c'est-à-dire encore le collectif Quartier et Bâtiments Durables. Ces trois organisations qui ont l'habitude de construire des labels ne travaillaient pas ensemble, elles le font dorénavant, et elles ont identifié une dizaine de points sur lequel on peut peut-être progresser. L'idée, c'est pas de mettre les barres très haut sur ces points, c'est simplement de les introduire dans le jeu. C'est le cas de l'eau, c'est le cas de l'air, c'est le cas de l'économie circulaire, de la biodiversité, etc. En somme, faire en sorte que les bâtiments désirables de demain s'enrichissent de ces éléments liés essentiellement aux ressources qui vont faire grandir l'acte de construire ou de rénover des bâtiments et l'inscrire correctement dans l'espace urbain. Et pour travailler ça, on a lancé 10 groupes de travail, un par thème. On a plus d'1 millier de personnes qui y participent. Et l'idée, c'est de construire pour cet hiver un socle commun de référence qui permettra alors à ces acteurs que sont HQE et F-Énergie ou le collectif Quartier et Bâtiments Durables de proposer à leurs clients des évolutions. Mais on joue petit bras, on joue petite marche. On veut simplement sensibiliser à ces paramètres qui ne sont pas dans la réglementation environnementale et peut-être demain, et c'est ça le mot 2030, peut-être que demain ce cap qu'on aura fixé viendra nourrir la future réglementation environnementale
qui au cours des années 2030, et on n'est pas pressé, viendra remplacer l'ARE 2020. Voilà le chemin. Donc un chemin de construction collective d'un parcours mieux environnemental. Très bien, merci beaucoup. Vous avez employé le mot ressources. J'ai cité votre casquette avant tout de chef d'entreprise, président. Est-ce que vous m'autorisez à vous appeler Christophe durant cette table ronde? Très bien. Alors justement, en tant qu'entrepreneur, si on prend le prisme des matériaux, on en a beaucoup parlé. Vous dites qu'il est difficile de faire une vraie analyse aujourd'hui et que malgré toutes les bonnes volontés autour des matériaux biosourcés, on en parle beaucoup sur ce salon, on manque peut-être encore de vision à long terme pour répondre à cet enjeu de ressources. Déjà, rappeler que la plupart des constructions que nous avons à ce jour dans lesquelles nous vivons ont un siècle au maximum, à part quelques monuments historiques, châteaux, manoirs, églises. Et de ce fait, on est principalement sur des matériaux à base minérale. Donc c'est du mâche-fer, c'est du granulat, ciment et sable et gravier, c'est de la terre cuite et du bois et du métal. Donc on est sur des matériaux qui sont en opposition aujourd'hui régulièrement sur les marchés et que nous avons énormément opposé avec la réglementation environnementale 2020 qui est en œuvre aujourd'hui. Alors, les matériaux biosourcés, je dirais qu'ils ont toujours existé. Si on regarde la construction, depuis des siècles, on a toujours construit avec la terre crue par exemple, la paille, ce qu'on appelle le torchis pour aller plus loin, le bois, et il ne reste aujourd'hui que les constructions qui ont été très très bien réalisées, qui ont été aussi entretenues, et ça fait partie de la réhabilitation. Tout à l'heure j'ai entendu parler de réhabilitation. Un édifice, une construction, on doit aussi faire des cycles de rénovation continue pour pouvoir la faire durer le plus longtemps possible. La réglementation environnementale 2020, donc on a beaucoup axé sur le carbone, donc les FDES, les fiches de données environnementales et sanitaires, et c'est là où on s'est rendu compte de la difficulté aujourd'hui d'avoir des FDES cohérentes dans l'ensemble des matériaux et d'avoir une traçabilité dès la matière première, l'extraction de la matière première. Dans le bâtiment, à part la filière minérale, je dirais le sable et le gravier, qui est pratiquement à 100% issu de la France, il y a beaucoup d'autres filières où les matières premières viennent de l'Europe, voire de l'international. Et c'est là aussi où est-ce qu'on doit aller puiser dans d'autres continents pour pouvoir construire, ou est-ce qu'on doit travailler aussi sur une économie circulaire de l'ensemble des matériaux dans la construction? Les matériaux, on a parlé d'assurabilité tout à l'heure. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il faut c'est un long cycle pour pouvoir avoir des avis techniques, avoir des règles professionnelles sur la mise en œuvre, ce qui veut dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer le curseur de la construction. On se doit de réfléchir à des nouveaux matériaux, et moi je suis très content de la RE 2020 qui est mis en œuvre et qui a accéléré la recherche et développement des industriels sur l'utilisation de nouveaux matériaux. On voit beaucoup de biomatériaux, en tout cas de matériaux composites, qui permettent de réduire fortement l'impact carbone aujourd'hui, mais ce n'est que le début. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais avec des cycles de tests, puisqu'on doit une décennale, il ne faut pas l'oublier, on est l'un des seuls pays au monde, et le seul pays à assurer 10 ans au niveau de la structure. On doit cette décennale, donc on doit tester sur du long terme, sur des cycles de vieillissement, l'ensemble des nouveaux matériaux que nous utilisons. Et du coup, ça crée Après, la ressource est quand même une difficulté. Si je parle de ressources, la ressource minérale est compliquée, mais là on parle de recyclabilité, et il faut absolument qu'on utilise et qu'on aille encore plus loin sur tout ce qui est recyclabilité, et c'est là où Ecominéraux et Valobat, par exemple, ont un gros travail à faire pour augmenter cette valorisation en fait, des matériaux de déconstruction que nous avons aujourd'hui. La matière minérale, aujourd'hui, on la récupère à 90% à peu près sur les cycles de construction, donc on est pratiquement arrivé à 100% de taux de récupération et d'utilisation dans les matériaux. Les matériaux biosourcés, c'est une chaîne, une vision. Alors, le chanvre, la paille, le miscanthus, là, on est sur des plantes qui se coupent tous les ans. Donc après, c'est avec la filière agricole, bien sûr, qu'on est capable de prendre des terres. Mais si on prend des terres pour faire la construction, c'est-à-dire qu'on prend des terres là où on a du blé
du maïs, donc des matières qui servent à nous nourrir. Donc ça fait une opposition aussi aujourd'hui sur notre territoire français. Et c'est là où il faut trouver un juste milieu. Et je reste persuadé que dans les années à venir, on ne pourra pas tout construire en biosourcé. On sera obligé d'avoir un mixte entre les matériaux base minérale, matériaux acier, matériaux bois, qui est pour moi du structurel, et les biosourcés utilisés pour l'isolation. Pour finir, la filière, donc dans ce hall d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises de bois. Hein. J'ai vu pas mal de fournisseurs sur la partie bois. On est sur des cycles à 30 ans. Quand vous plantez un résineux, aujourd'hui, vous pourrez le couper que dans 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut penser en fait les volumes que nous aurons dans plusieurs décennies, et la petite graine qu'on sème aujourd'hui, on pourra la couper que dans 30-35 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la RE2020 qui a été lancée en 2019, enfin 2020 réellement, on coupe les essences qui ont été plantées il y a 30 ans. Donc il ne faut pas l'oublier, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un vrai cycle, et là c'est un plan directeur, je pense, de notre État, hein, de la France et peut-être de l'Europe, puisque les approvisionnements doivent être vus à une échelle un peu plus grande, parce que quand vous êtes à Paris, hein, enfin nous sommes à Paris aujourd'hui, entre aller dans la forêt noire, qui est en Allemagne, ou aller dans le Jura, c'est exactement la même distance. Donc quand on dit qu'il ne faut pas aller à l'étranger pour aller chercher de la matière, je pense qu'il faut regarder aussi les distances réelles d'approvisionnement sur le sujet. Merci beaucoup Christophe. Alors justement, on parle de matériaux biosourcés, et Anthony Briand, avec vos équipes, justement, vous travaillez beaucoup sur ce sujet des matériaux biosourcés. Vous dites qu'il ne faut pas abandonner en race campagne toute réflexion sur des matériaux émetteurs de carbone. Pour autant, est-ce qu'il va rester une part importante? C'est ce que disait notamment Christophe Poissemier il y a quelques instants, une part importante dans le marché. Donc vous y travaillez avec l'École des Ponts. Oui, merci. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Christophe. C'est-à-dire que, déjà, l'École nationale des ponts et chaussées, c'est l'école où a été inventé le ciment par Louis Vicat au début du 19e siècle. Et je le revendique et j'en suis très fier. Un peu plus haut? Ah oui, ça va être un peu mieux. Mais aujourd'hui, on vit une époque assez formidable parce qu'effectivement, les quelques décennies dont on sort, dont on a pensé uniquement la construction via le ciment et le béton est un peu derrière nous. On cherche à décarboner ce matériau minéral. C'est un axe de recherche et d'enseignement profond. C'est-à-dire aujourd'hui, quel type de granulat on met dans un béton, comment on réutilise le béton précédemment coulé dans les constructions neuves. Enfin, c'est un puits de carbone en soi. Hein, le béton, la réaction chimique fait qu'au cours de sa vie, il réabsorbe du CO2, celui qu'il a émis au moment où il a été construit. Donc toute cette réflexion sur le matériau minéral comme puits de carbone est une vraie réflexion dans sa composition. Et donc ça, je pense qu'il ne faut pas l'abandonner pour aussi toutes les raisons qu'évoquait Christophe de disponibilité de la matière. C'est-à-dire qu'il faut en parallèle travailler le matériau biosourcé et se dire qu'on ne construira pas 100% de nos futures constructions en bois. C'est pour toutes raisons, y compris la disponibilité de la matière qu'il révoquait. Et de l'autre côté, il y a effectivement la recherche sur les matériaux biosourcés. Alors, il y a des matériaux biosourcés plus ou moins bien connus, mais comme on parlait tout à l'heure d'assurabilité, de performance, il y a aussi toute une recherche sur la manière dont se comportent ces matériaux-là sur le moyen long terme. Et le lien entre la physique de ces matériaux-là et leur mise en œuvre sur le chantier. Et c'est toute cette réflexion-là qu'il faut aujourd'hui que l'on déploie et que l'on amplifie. Et l'École des Ponts a sa place à prendre sur ce sujet-là. En gros, si je veux résumer ma pensée, il y a... L'école des ponts, c'est l'école d'ingénieurs, donc très tournée vers l'efficacité. On optimise ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a deux petits mots qui viennent compléter le triptyque et qui sont très importants. Un, la sobriété. C'est-à-dire comment on continue à faire des bâtiments en béton quand c'est le matériau qui est à disposition ou qui est le plus utilisé, mais comment on le fait avec une moindre consommation de matière, ce qui pose des questions sur les calculs structurels, faire des structures avec moins de matériaux minéraux. Et puis, l'autre côté, Christophe l'a évoqué aussi, la circularité, le caractère recyclable des matériaux, qui pose là aussi des enjeux et des frontières de recherche importantes. Notamment du point de vue de l'assurabilité. Quand vous récupérez une poutre qui a été mise dans un bâtiment il y a 30 ans et que vous voulez la réutiliser pour un usage dans un nouveau bâtiment, comment vous assurez des performances du résultat attendu par ces éléments recyclés? Ça nécessite effectivement des compétences. Alors justement, on parlera d'une ressource particulière avec Jean-Frédéric dans quelques instants. Je voulais qu'on aborde, puisqu'on est dans le domaine de la formation, l'évolution des compétences, que ce soit avec Christophe ou avec vous, Anthony, le sujet de la ressource humaine. On revient d'un voyage à Singapour assez marquant, où nous avons été témoins, donc je dirais privilégiés quelque part, d'un État
qui a su adapter ses processus, quelque part, à un manque cruel de main-d'œuvre. Nous, aujourd'hui, comment pouvons-nous adapter l'évolution des compétences par rapport à ce sujet, justement, des ressources humaines dans notre secteur? C'est pour vous, Christophe. Je vous regardais, effectivement, c'est bon. Là, je regardais Anthony. Ah, c'est d'abord vous. Alors, déjà rappeler que la courbe démographique des entrants dans le monde du travail va être négative dans les 10 prochaines années, ça on en est sûr. Ce qui veut dire que, et je parle d'entrants donc à partir de l'âge de 15 ans, ça veut dire que le vivier des jeunes rentrant dans nos entreprises va baisser, rentrant dans les centres de formation également. Ça veut dire qu'on va avoir une concurrence, on a déjà une concurrence depuis quelques années accrue interpro. La concurrence va s'accentuer dans les années à venir. Donc se pose la question de la productivité à un moment, et c'est là où la robotisation permet de plus en plus dans le monde du bâtiment d'accélérer les cadences et permet de pallier justement à ce manque de main-d'œuvre que nous avons dans nos ateliers et également sur nos chantiers. Donc il y a aujourd'hui un courant, par exemple sur le hors-site. Alors le hors-site, on met beaucoup de choses dans le hors-site. Ce n'est pas que du 3D fini. Le hors-site, ça commence au 2D. C'est-à-dire que c'est des murs, des planchers préfabriqués qu'on vient poser sur le chantier. Ou c'est du 3D, ça veut dire, je ne vais pas vous faire la photo du 3D, c'est des modules qu'on est capable de transporter et de poser directement, soit complètement finis, soit au moins au niveau de la structure entièrement terminée. Donc aujourd'hui, je pense que la main-d'œuvre, la France, si on regarde sur un siècle, a toujours été une terre d'immigration. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont des Italiens, des Portugais, des Espagnols, aujourd'hui beaucoup de Turcs, des Marocains. Donc il y a aussi à un moment une cartographie des besoins à réaliser dans les années à venir pour pouvoir continuer à œuvrer au quotidien dans nos entreprises. Si je fais un parallèle avec Singapour, ce qui est vraiment un État qui importe 100% de sa matière première, donc je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on est vertueux quand on importe 100% de sa matière première? Ça veut dire qu'on est au niveau carbone parfait, sauf qu'on fait tout venir de l'extérieur. Et aucune formation, puisque les Singapouriens ne font pas de formation manuelle. C'est-à-dire qu'ils veulent tous aller dans la finance, ou beaucoup veulent aller dans la finance, et donc c'est aussi 95% de main-d'œuvre qui vient de l'étranger. Donc c'est un vrai sujet, la France n'en est pas là, et j'en suis très fier. Juste rappeler que le bâtiment, c'est 100 000 apprentis actuellement, donc du niveau 3 au niveau 7, dans l'apprentissage des métiers du bâtiment, et on se doit justement de donner envie à nos jeunes de rentrer dans nos métiers, et surtout, et là je parle pour les écoles qui sont dans la salle, c'est être capable de suivre les courants des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, des nouvelles mises en œuvre sur chantier pour que les salariés qui sont en apprentissage aujourd'hui forment nos plus anciens, puisqu'ils auront des nouvelles techniques à apporter dans nos entreprises pour qu'on continue à avancer positivement pour la construction de demain. Alors, si on reparle quelques instants de Singapour, on a notamment Stéphanie Merger qui est justement sur ce master spécialisé immobilier bâtiment durable, qui a fait un voyage autour du monde sur ces sujets-là. Elle a aussi relevé ce sujet de l'hyper-standardisation qu'on a remarqué à Singapour. On en a parlé de cette standardisation dont on n'est peut-être pas forcément friand en France. On en a parlé avec vous, Anthony. Puis vous me disiez, je ne ferai pas de confidence sur les maisons Phoenix, on en a parlé quand même, mais que standardisation, industrialisation ne voulait pas forcément dire manque de personnalisation. On n'a pas encore parlé du client final, parce que c'est quand même un peu pour lui qu'on travaille à la fin. Mais est-ce que, justement, on ne peut pas aller vers une espèce d'industrialisation dans notre secteur pour répondre aux enjeux? Permettez-moi d'abord de rebondir sur ce que disait Christophe à l'instant, puisqu'il a interpellé les écoles. Moi, je suis d'accord. L'école des ponts, elle diplôme chaque année 300 ingénieurs. Sur ces 300, il y en a un tiers qui va dans le secteur du BTP. Alors, c'est le secteur du BTP au sens large, du monde de l'ingénierie, jusqu'effectivement aux entreprises de la construction et des travaux publics. Christophe a prononcé un mot qui est important pour moi, c'est donner envie. C'est-à-dire de dire c'est un secteur dans lequel les challenges technologiques, les enjeux de la transition écologique invitent à s'y investir pleinement et à avoir du jus de cerveau pour développer à la fois la recherche sur les enjeux, la R&D sur les enjeux de matériaux biosourcés, et pour faire le lien avec l'industrialisation, comment on marie les enjeux
de la numérisation, de l'industrialisation et de la construction de demain. Avec au cœur de tout ça, cette question de l'économie de matière et de l'accélération des procédés, la question de la sécurité sur les chantiers, enfin vous connaissez ça mieux que moi. Et donc l'école des ponts, si elle a un rôle là-dedans, c'est aussi de s'ouvrir sur toute la chaîne de valeur pour dire finalement comment on met à disposition, comment on construit avec les autres acteurs du monde de la construction ces nouvelles opportunités et comment on attire dans les rangs de ce secteur des gens qui ont envie de s'engager pour ces métiers qui sont des vrais métiers épanouissement et en plein renouvellement. Je referme la réponse et je reviens. Oui, effectivement, c'est une des recherches aussi à l'École des Ponts de se dire comment on utilise aujourd'hui à 100% l'outil numérique, la science de la donnée, pour imaginer des structures conceptuelles, structurelles, qui soient encore une fois plus économes. Et ça, c'est plus facile à mettre en œuvre hors site que sur site. Et donc ça pose une vraie question de comment, quelle est la part de marché développable sur ce secteur-là et comment ça peut être mis en œuvre. Et là, ce qu'on discutait, c'est que l'industrialisation ne veut pas dire uniformisation. Enfin, je prends un exemple, c'est celui que je vous citais. Je crois qu'on achète encore des voitures qui sortent de chaînes de production. Et ces voitures, elles sont assez largement individualisées. Vous pouvez choisir vos options. Donc, il n'y a pas vraiment de raison intellectuelle à lier l'industrialisation avec une uniformisation. Et le contre-exemple, c'est effectivement celui que j'évoquais. J'ai la chance d'avoir vécu mes 18 premières années dans une maison, dans un pavillon individuel en banlieue d'une sous-préfecture de notre beau pays. Eh ben, c'était un lotissement où toutes les maisons se ressemblaient. Et pourtant, elles ont été construites bien traditionnellement avec un maçon qui mettait du béton et les parpaings les uns sur les autres. Ce qui veut bien dire que l'artisanat n'est pas non plus par essence le règne de l'individualisation. Donc, il n'y a pas pour moi d'opposition entre l'industrialisation et tout ce que ça peut amener et le souci d'individualisation. Ça ouvre même des capacités, je pense, d'imagination structurelle qu'on n'a pas encore complètement exploré. C'est un équilibre, effectivement. Je crois que vous aviez une remarque, Philippe, avant qu'on écoute Jean-Frédéric. Oui, je voudrais prolonger la réflexion en écartant les comparaisons internationales parce que je ne les trouve pas très, très décisives pour notre avenir. Parler d'une zone urbaine très dense comme Singapour n'éclaire pas sur l'usage qu'on peut faire de l'espace français qui est plus diffus. Faire des comparaisons avec l'Allemagne qui a des entreprises principalement de taille moyenne n'éclaire pas beaucoup sur la spécificité française où on a de très grosses entreprises et des toutes petites entreprises unipersonnelles. Donc moi je pense que la bonne méthode c'est de partir de la ressource humaine qu'on a. Elle est principalement en France une ressource artisanale unipersonnelle. Ça veut dire qu'on part d'une richesse qui assure l'aménagement du territoire et c'est cette richesse qu'il faut embarquer dans ce nouveau monde de la performance. Alors dire ça, c'est pas facile. Donc il faut d'abord renforcer l'attrait des métiers. Ça se fait... moi, je suis très frappé de la façon dont le secteur de la restauration et de la pâtisserie a su, à coup d'émissions de télé bien faites, repeupler les lycées professionnels qui étaient vides dans ces filières. Il faut qu'on arrive à la même chose. Il y a de l'attrait dans ces métiers. Il y a du beau dans ces métiers. Il faut arriver à les valoriser en images pour attirer des jeunes. Ensuite, il faut permettre à ces entreprises unipersonnelles de travailler ensemble. Parce que la transformation attendue, la performance recherchée, elle marchera que si on arrive à fabriquer des groupements temporaires. Des groupements momentanés d'artisans et pour le moment il y a encore toute une série de freins qui le rend difficile. Puis il faut permettre à ces artisans d'embaucher. Aujourd'hui, ils nous disent tous, avec des carnets de commandes qui sont pleins dans beaucoup de ces artisans, chez beaucoup de ces artisans, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à prendre des jeunes, c'est trop compliqué, le jour où j'ai une baisse d'activité, je ne peux pas arrêter, etc. Il faut simplifier, il faut grandement simplifier. L'État a su le faire. Quand une personne prend un employé de maison, avec 2 clics, on règle le problème. Il faut arriver
à ce que l'embauche de compagnons soit quelque chose de simple qui permette de grandir. Et c'est en partant des artisans, en les valorisant, en leur donnant les moyens d'accéder à cette performance, qu'on fera les transformations requises. Et dans le paysage, le hors-site qu'on a évolué, il sera une réponse pour des gens qui, venant peut-être d'autres horizons, par exemple l'automobile, n'ont pas envie de travailler sur des chantiers exposés aux intempéries, mais ont envie de travailler dans une usine protégée où on fabrique des éléments modulaires. Il y a là une voie complémentaire, elle ne remplace en rien la précédente, mais elle vient enrichir l'offre. Donc je crois qu'on a beaucoup à faire pour en somme conduire paisiblement une transformation de nous tous pour aller vers ce monde de la performance qui nous attend. C'est intéressant que vous ayez fait le parallèle avec les émissions de télé. Ça me fait penser, je regarde Franck Lenuelec, à la campagne Terre Fait qui a été initiée par le 3CA BTP pour attirer un certain nombre de candidats justement sur les métiers de la rénovation énergétique. On va parler de cette ressource. On n'a pas parlé de la ressource économique, Jean-Frédéric. On va quand même en parler un petit peu, mais on va aussi en parler au travers de quelque chose qui nous impacte tous. Vous avez chacun un verre d'eau sur la table, l'eau. Et c'était surtout ce point-là sur lequel vous souhaitiez insister, Jean-Frédéric, parce que c'est une ressource à laquelle on doit justement prêter plus attention. Oui, Olivier, alors pour faire un petit peu de lien avec ce qui a été dit précédemment, on se rend compte qu'on est en train de parler collectivement de changement. Et le changement, forcément, ça nous amène à nous re-questionner sur les modèles économiques. On en a vaguement évoqué avec le hors-site qui est sous-jacent. Modèle économique dans l'ingénierie, dans la construction, mais aussi les modèles économiques dans les filières d'entretien et de maintenance. Alors pourquoi je parle de ce sujet de volet économique par rapport au sujet de l'eau, dont vous venez de m'interpeller? Parce qu'en fait, en travaillant là depuis quelques années avec l'association Qualitel et HQE sur ce sujet, on a vu qu'il y avait des liens qui étaient forts et que le changement dépendait à la fois de la prise de conscience de la manière dont il faut gérer cette ressource précieuse, mais aussi des modèles économiques qui entourent cette ressource. Alors je m'explique, quand je parle de l'eau, je parle surtout dans l'exemple de la gestion des eaux pluviales, et notamment ce sujet de se dire il faut maximiser l'infiltration de l'eau dans les sols, hein, l'infiltration à la parcelle. Mois de septembre, le plus pluvieux depuis 25 ans en France. Voilà, bah, tant mieux, ça a rechargé les nappes phréatiques. Exactement. Tant mieux. Mais en même temps, on a un paradoxe. On a un paradoxe dans ce secteur. C'est toute la débauche technologique qu'on va avoir autour de ce sujet de l'eau, alors qu'en fait, à côté, et prôné par notamment le guide du ministère en charge de l'écologie, on nous dit qu'il faut s'appuyer sur des solutions qui s'appuient sur la nature, par exemple. Donc, la question, c'est comment mieux gérer cette ressource, faire plus simple, être sobre en matière, mais aussi en conservant les modèles d'ingénierie, les modèles d'entreprise qu'on a aujourd'hui, et puis amener à se repositionner autour des compétences qui vont devoir gérer les projets de travaux autour de cette gestion des eaux pluviales. Donc on a quand même un paradoxe de filière. Pour ça, il faut certainement se réinventer, hein, se repenser nos positionnements, et puis retrouver des nouveaux équilibres pour aller vers cette fameuse sobriété. Pas forcément mettre des canalisations pour prendre de l'eau et la ramener à la mer, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on a ce paradoxe de cette gestion d'eau pluviale, c'est qu'en fait, si on force un petit peu le trait, depuis des années, et parce qu'on a développé des modèles d'ingénierie autour de ça,
on pose des canalisations, les canalisations sont remplies d'eau, cette eau va aux rivières et la rivière va à la mer. Donc en fait, on est en train de remplir la mer. Et là, on est en train de se dire collectivement, mince, on n'a pas assez d'eau dans les nappes, il faut qu'on les remplisse. Du coup, il faut qu'on se déconnecte de tous ces réseaux, tous ces bassins qu'on a pu installer. Mais quid de ce qu'on a installé, de nos habitudes aussi, et de nos modèles et de nos certitudes surtout, nos certitudes dans lesquelles on a appris certaines choses aussi dans les centres de formation, dans les entreprises. Il y a des traditions qui se perpétuent et là, il faut collectivement qu'on arrive à changer. C'est intéressant que vous parliez justement de ces traditions et des compétences. Il y a un mot que j'ai prononcé lorsqu'on a travaillé ensemble sur cet échange, le mot d'hydro-responsabilité, qui a fait un écho assez important chez vous. Et effectivement, on sait qu'on a des phénomènes extrêmes qui sont devant nous. Concrètement, on le voit, l'assurabilité des biens. On a parlé de l'assurance avec Philippe Pelletier juste avant cette conférence. L'assurabilité des biens est en train de changer et on a cette obligation de repenser finalement cette performance. Comment on va faire? Comment doivent travailler les acteurs justement de cette chaîne pour mieux gérer l'eau et de façon pragmatique faire évoluer les compétences pour le faire? Oui, il y a l'évolution des compétences, elle est parfaitement, elle est nécessaire. Il y a des modèles qui doivent changer. On est en train de travailler sur le sujet, notamment avec des choses un petit peu avant-gardistes à l'île de la Réunion, avec un label GIEP, donc gestion intégrée des eaux pluviales, hein, si on parle spécifiquement de la partie eau. Et puis il y a des outils aussi, des cadres de référence, les outils de certification, des labels un petit peu exemplaires qui peuvent aussi amener à montrer les meilleures pratiques. Donc sur l'hygro-responsabilité, c'est clair qu'à partir juste de cet exemple de l'eau et de ce changement collectif qu'on doit avoir, il y a une prise de conscience à la fois de changement de modèle économique, de prise en compte des contraintes environnementales, mais aussi de l'impact social, d'enjeux sociétal, hein, qu'est la bonne gestion de cette ressource. Donc, on peut imaginer demain de se dire, on a parlé d'éco-responsabilité, hein, on peut parler maintenant d'hygro-responsabilité si on est refocusé sur ce sujet de l'eau. Très bien, alors justement, si on parle de compétences, je voulais revenir sur le sujet de passerelle, et je vais vous interpeller, Anthony. C'est un peu ça, finalement, l'enjeu du programme Passerelle. C'est finalement ce qu'évoquait Philippe, de redorer, en tout cas, donner de l'attractivité à cette jeunesse, ou en tout cas à la filière, donc jeunes et moins jeunes, qui ont envie de s'engager sur des actions concrètes envers des solutions durables. C'est ça, en fait, l'ambition de Passerelle? Oui, c'est ça. Ça part de deux constats assez simples. Le premier, celui de l'envie et du besoin de ressources humaines dans le secteur pour embarquer toute cette transformation qu'il y a à faire. Et le deuxième, d'un modèle de promotion dans le métier qui peut être... où les passerelles, pour le coup, ne sont pas suffisamment organisées, contrairement d'ailleurs à d'autres pays, où quand on a commencé par la voie professionnelle, on ne se voit pas une carrière plus tard d'ingénieur. Et pour autant, on a quelques exemples, mais qui sont aujourd'hui encore trop peu nombreux de ces filières-là. Et donc la première idée, c'est ça, c'est d'organiser des parcours de formation qui, indépendamment de là où on rentre dans le parcours, on peut dessiner un chemin qui voit ses compétences s'accumuler au fur et à mesure de son expérience. Et je pense que ça crée de vrais attraits, de vraies opportunités pour les jeunes qui ont envie de s'y engager. Et puis le deuxième, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, l'enjeu de la performance, elle nécessite un travail en commun, elle nécessite qu'on comprenne comment interagissent différents corps de métier, comment interagissent différents matériaux. Elle nécessite donc qu'on ait à disposition des recherches up-to-date sur ces choses-là. Et donc, c'est aussi mettre à disposition de toute la chaîne de valeur des dernières recherches qui peuvent être faites sur tel ou tel matériau biosourcé, et qu'on puisse le donner
le mettre à disposition des artisans, des ouvriers qui, à un moment donné, cherchent à augmenter leurs compétences dans la manière dont ils les mettent en œuvre. C'est décloisonné, concrètement. Vous savez, on sait faire que des ponts à l'école des ponts. Donc là, on fait des passerelles, on décloisonne. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais c'est décloisonné. Et moi, je fonctionne beaucoup à ça à l'école. C'est donner envie, c'est donner des opportunités, des aspirations. Parce que les autres intervenants l'ont dit, c'est un moment de pivot nécessaire, mais très salvateur dans la filière constructive, pour toutes les raisons qu'évoquait Philippe, à horizon 2030 et à horizon 2050. C'est un super chantier. Et donc, il faut donner ces espaces d'expression de l'envie de nos jeunes. Mais ces nouveaux matériaux, ces enjeux justement environnementaux, cette attractivité, Christophe, c'est quelque chose que l'on travaille beaucoup dans les CFA aujourd'hui en France. Alors c'est ce qu'on travaille énormément au 3CA, hein, toujours la réflexion avec les centres de formation de la formation de demain et surtout de la construction de demain. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, on se doit d'être en avance pour que les nouvelles générations soient et 20 ans d'avance et utilisent les mises en œuvre sur chantier en atelier de demain et pas celles d'hier. Donc on doit se servir du passé, hein, toujours se rappeler de nos bases, mais en avançant pour demain. Moi, il y a un sujet qui est sur les nouveaux matériaux, c'est justement tous ces matériaux composites qui sortent aujourd'hui pour nos entreprises, hein, qu'on nous propose à la vente pour les mettre en œuvre sur les chantiers. Je demande aux industriels de bien regarder la recyclabilité, parce que ce qu'on met aujourd'hui en place, on le détruira dans 5 ans, 60 ans, 100 ans. Hein. La RE2020 est calculée sur un cycle de 60 ans. Il y a beaucoup de matériaux. Si on parle de matériaux durables, structurellement, on se doit d'aller à plus de 60 ans quand même. Parce que je ne construis pas, moi, pour que ce soit en désuétude au bout de 60 ans. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de matériaux composites. Je me dis, mais comment on va être capable derrière de les exploser entre guillemets pour pouvoir aller ressortir les matières nobles des matières qui sont moins nobles. Et dans les F2S, là-dessus, j'ai un petit manque actuellement, puisque on me dit que c'est vertueux, il n'y a pas de souci, on trouvera la solution. Non, j'aimerais que les matériaux qui sortent aujourd'hui, je sois capable dès demain de pouvoir les démolir, pour pouvoir les envoyer chez nos plateforme en fait donc de la REP et qui puisse être revalorisée derrière à bon escient sur la construction. Sinon on rate en fait la vision globale des matériaux composites où on mélange en fait des bases inertes avec des biosourcés souvent, mais comment on est capable de les exploser derrière. Juste pour les matériaux, revenir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, j'aimerais vraiment qu'on arrête d'opposer les choses. On a plein d'axes, et c'est la RE2020 qui va être modifiée, j'espère, dans les prochaines années. On parle de qualité de l'air, parce qu'il faut aussi parler de qualité de vie dans les constructions. On est sans arrêt en train de parler de carbone de construction. Non, parlons aussi de la qualité de vie. Parce qu'il y a des matériaux qui sont peut-être un peu plus carbonés, mais qui sont meilleurs pour la qualité de vie à l'intérieur. C'est aussi tout ce qui est renouvelable. On a parlé de l'eau, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et c'est un sujet aussi, nous, en tant que constructeurs. Pour la première fois, là, je change de casquette, mais l'année dernière, en tant que président national des maçons de la Fédération du bâtiment, j'ai été alerté par des adhérents où des préfectures interdisaient nos entreprises de travailler sur les chantiers, dans le sud, surtout le sud-est et sud-ouest. Et donc, aujourd'hui, j'ai lancé toute une étude pour voir la consommation aussi réelle des chantiers, pour qu'on puisse avoir une amélioration de la consommation en phase travaux, pour pouvoir montrer aussi aux préfectures qu'il n'y a pas de gaspillage, ou en tout cas mettre en œuvre des procédés pour gaspiller le moins possible l'eau, pour pouvoir la réutiliser sur nos chantiers. Et puis, il y a toute la partie électricité, mais j'irais solaire, production. C'est les apports solaires sur la construction, hein, qui permet aussi de ne pas utiliser du carbone en termes de consommation au quotidien, parce que la consommation réelle de carbone, elle est bien à l'usage, elle n'est pas à la construction. La construction, ce n'est qu'une toute petite partie de la décarbonation. Et j'aimerais bien, aujourd'hui, dans le monde de la construction, qu'on parle vraiment du cycle de vie jusqu'à la déconstruction, et pas uniquement la construction. Dans beaucoup de conférences, dans beaucoup de réunions de chantier que je peux faire, on parle uniquement du carbone des matériaux mis en œuvre sur le chantier. Merci beaucoup. Alors on va arriver au terme de cette table ronde et je vais vous proposer à chacun, pour conclure,
en 1 minute, donc je respecte un peu le timing, parce que nous avons un événement qui se passe juste après, à 13h sur le stand du 3CA BTP. Je vous demanderai en 1 minute de résumer le point qui vous semble le plus important sur ce sujet et sur ce changement de paradigme, ce passage des garanties de moyens à une garantie de performance au regard de tous les sujets que nous avons abordés. Alors c'est peut-être un peu complexe, mais je suis certain que vous y arrivez. Anthony, je vous laisse la parole pour être le premier. Je ferai dans l'ordre. Sympa. Je suis sympathique, hein. Non, c'est difficile à résumer, mais je pense que beaucoup de choses ont été dites. Cet enjeu de la performance, Philippe le disait très bien, il invite à repenser un système qui s'est peut-être trop vécu de manière cloisonnée. Et en fait, il est un appel d'air pour repenser les compétences et la formation. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que directeur d'une école d'ingénieurs, c'est de dire à la fois on a cette responsabilité d'être à l'avant-garde par nos recherches, par nos enseignements, et en même temps qu'on puisse être en lien très direct avec l'ensemble de la chaîne de valeur pour que ces réflexions, que ces recherches soient éclairent la mise en œuvre de demain, ce que disait Christophe. Et l'enjeu de Passerelle, c'est ça, c'est d'essayer ensemble, en mettant ensemble les différents acteurs de la construction, de construire ces chemins-là. Et c'est la condition sine qua non de cet appel d'air pour l'attractivité des métiers et que nos jeunes s'engagent dans ce chantier qui est un chantier déterminant pour la réussite de la transition écologique de notre pays et la décarbonation de notre économie. Enfin, les chiffres, vous les avez tous en tête, je ne vous les redonne pas. Voilà. Merci beaucoup Anthony. Philippe ? La garantie de performance, c'est un chemin indispensable des 15 ans qui viennent. On ne réussira que dans une approche collective et en embarquant au premier chef les assureurs. Le micro et non, mais on pourrait faire une conférence sur l'assurabilité de la construction. C'est un beau sujet. Je suis content de l'entendre. Alors, moi, je parlerai du champ des possibles de la construction de demain. On a vécu au niveau de la France l'après-guerre 39-45, où on a construit à tout azimut des cages à lapins pour beaucoup d'immeubles aujourd'hui qu'on est en train de réhabiliter en grande partie, et avec pratiquement tout le temps les mêmes matériaux. Et moi, je vois une explosion justement des techniques, des nouveaux matériaux composites qui vont donner envie à plein de jeunes, à la jeunesse de venir dans nos métiers. Et donc, moi, je suis ravi justement de cette évolution qu'a pris la France. On est le pays le plus en avance pour moi avec la réglementation environnementale 2020, qui va donner envie, qui va créer des nouveaux métiers dans la construction et qui va permettre un épanouissement de toutes ces jeunesses dans les années à venir. Et on sera, en termes d'attractivité, du coup, on va redevenir le numéro 1 en attractivité dans le bâtiment. Ambitieux. Et bon, alors, Frédéric, pour vous avez le mot de la fin, sur, en fait. sur ce que vous venez de dire. Moi, je partage. On est dans une phase d'apprentissage collectif. C'est clairement, ça a été évoqué. Mais on a besoin d'observer les meilleures pratiques. C'est ce que de toute façon on fait nous au travers de l'association Qualitel qui œuvre pour l'amélioration de la qualité dans le logement. Donc on a besoin d'observer les meilleures pratiques. Toutes les bonnes idées sont pas les meilleures. Il faut être capable de faire le tri, d'observer aussi les contre-performances. On a certainement besoin d'outils de mesure. Et puis, il faut se former, vous l'avez dit. Il faut que pour se transformer, il faut se former collectivement. Merci beaucoup Jean-Frédéric. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde que j'espère vous avez suivi avec attention et avec appréciation. On va se diriger vers le stand du 3CA BTP puisque ce qui se passe maintenant, c'est la signature officielle du partenariat du programme Passerelle. Donc j'espère que vous avez votre stylo avec vous, Christophe. Merci à tous.